Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 23 octobre 2023. On commence directement le show avec nos nouveaux champions par équipe, Finn Balor et Damian Priest, qui font leur entrée. Ils arrivent dans le ring, ils répondent directement à la question. Rhea Ripley et Dominic Mysterio sont pas là, ils font leurs affaires. Nous, on est là pour ouvrir le show. Mais ils vont se faire interrompre par Cody Rhodes. Cody Rhodes va prendre la parole en disant, pour commencer, qu'est-ce que ça vous fait, les gars, de vous faire interrompre, puisque c'est un petit peu la répétition de ces dernières semaines où c'est vraiment le Judgment Day qui interrompt tout le monde. Là, non, c'est Cody Rhodes qui vient les interrompre et il va commencer par demander au Judgment Day qu'il aimerait bien parler au leader. Malheureusement, ça va pas être possible puisque il pense que le leader c'est Rhea Ripley. Il sait ce que va répondre le Judgment Day. Il n'y a pas de leader dans notre groupe, mais ça peut pas juste être pour Dominique. On sait que Rhea Ripley, c'est la mamie même de Finn Balor et Damian Priest. Donc là, ça énerve un petit peu Damian Priest et Finn Balor. Ensuite, Cody Rhodes il va mentionner le fait que Rhea Ripley est celle qui conclut tous les accords, celle qui gère un petit peu tout, même les accords incluant la Bloodline là-dedans. Donc il fait référence à ce qui s'est passé la semaine passée, puisqu'on a Jim Uso qui est intervenu dans le match de championnat et qui a coûté les titres à Cody Rhodes et à Jey Uso. Donc il s'imagine que peut-être c'est un accord de Rhea Ripley, c'est une limite quasi sûre, mais à part si c'était vraiment un commandement de Roman Reigns qui voulait absolument qu'il attaque Jey Uso et Cody Rhodes puisqu'ils ont des histoires en commun maintenant. Mais en tout cas, hyper intéressant de comment il l'a mentionné. Ensuite, il va parler du fait de ce qui s'est passé la semaine dernière et il veut parler principalement à Damian Priest. C'est Damian Priest qui l'intéresse dans cette histoire-là puisque la semaine dernière, Damian Priest lui a mis un low blow, ce qui a aussi coûté un petit peu le match à Cody Rhodes et Jey Uso. D'ailleurs, Damian Priest il va prendre la parole à ce moment-là en disant tu parles de ça, mais t'as oublié de mentionner aussi que je t'ai fait passer à travers la table. C'est un très bon parleur, Damian Priest. Je trouve qu'au micro, il s'en sort super bien. J'adore sa façon de parler. Même s'il y a quelques mois, je sais pas vous si vous vous rappelez, quand il prenait la parole, c'était compliqué. Là, je trouve qu'il s'est super bien amélioré. Son personnage, il est vraiment parfait, je trouve. Et sa façon de parler au micro, c'est juste excellent et incroyable. Ensuite, on a Cody Rhodes qui veut en découdre, il dénoue un peu sa cravate. On a Damian Priest qui dit à Cody Rhodes, est-ce que tu veux que je prétende que toi tu prétends ne pas savoir que j'ai un match face à Jey Uso ce soir? Je peux pas me battre contre toi aujourd'hui, mais viens, on fait ça autre part. À Crunchyroll, ça pourrait être pas mal. Donc à ce moment-là, Cody Rhodes, il accepte le challenge, mais il peut pas laisser les choses se terminer comme ça. Il veut donner un petit avant-goût aux fans de ce qui va se passer à Crunchyroll. Donc Damian Priest, il est d'accord totalement. Sauf que là, on a Rhea Ripley et Dominic Mysterio qui arrivent par derrière. On a Jey Uso qui arrive pour sauver un petit peu Cody Rhodes, donc il attaque de Mysterio. Pendant ce temps-là, on a Damian Priest, Finn Balor qui s'attaque à Cody Rhodes. On a même JD McDonagh qui débarque, il va lui faire un low blow par derrière, il me semble. Et ensuite, on aura Damian Priest qui va prendre Cody Rhodes, il va le mettre sur le coin du ring où il y a les escaliers. Il va prendre une chaise et il va exploser la cheville de Cody Rhodes contre les escaliers. Ensuite, on a New Day qui a affronté Alpha Academy. C'était un match sympa, on va dire, il durait 10 minutes. Le match en vrai il était vraiment bien. On avait Akira Tozawa qui a accompagné Alpha Academy. Je pense qu'ils ont vu que c'était drôle et maintenant ils essaient d'en faire un truc concret. Je sais pas trop quoi en penser, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, Akira Tozawa. On aura plein de segments par la suite du show avec lui. Mais quand c'est humoristique comme ça, je pense que vous savez très bien que je suis pas méga fan. J'aime beaucoup quand c'est drôle, mais tu peux pas impliquer des trucs drôles dans des trucs trop sérieux. Et là, si tu veux construire une division par équipe autour de tout ça, bah ça va être compliqué. Mis à part le fait que le match était très très bien, on n'a pas eu grand chose non plus dans ce match-là. Victoire du New Day et tant mieux, parce que pour moi, le New Day, ça reste une vraie équipe qui a prouvé tout au long de leur carrière que c'était vraiment les rois de cette division par équipe ces dernières années. Donc pour moi, la victoire est totalement méritée. Ensuite, on a eu pas mal de segments backstage assez intéressants. Premièrement, Becky Lynch qui rejoint Jackie, la nouvelle intervieweuse, où je sais pas trop c'est quoi son métier, mais elle parle trop bizarrement, elle a une manière de parler bizarre, c'est très bizarre, ça me fait penser à Eva Marie à l'époque où elle laissait tous les rôles. Là, c'est un petit peu pareil, mais du coup, on a Becky Lynch qui la rejoint, et elle va parler de ses prochaines défenses de titre, puisqu'elle va défendre le titre ce soir face à Indy Hartwell, mais aussi le lendemain face à Lyra Valkyria, si je dis pas de bêtises, à Olin Havok. Donc elle a pas mal de défense en ce moment, mais c'est pas un problème pour elle. Elle dit que s'il faut qu'elle défende ce titre jour et nuit, elle le fera. C'est le main, c'est Becky Lynch. Et maintenant, faut pas qu'elle enterre directement Indy Hartwell, à penser directement à son match face à Lyra Valkyria. Parce que ce soir, Indy Hartwell va avoir de l'envie, elle va vouloir récupérer le titre qu'elle a jamais perdu, puisqu'elle a dû abandonner le titre quand elle s'est blessée. Donc elle aura ce match-là face à Indy Hartwell ce soir. Donc bienvenue au Big Time. Je sais pas trop quoi en penser en vrai de ce que fait Becky Lynch avec le titre NXT. Je trouve que c'est intéressant puisque ça met pas mal de femmes de la WWE dans la lumière puisqu'ils ont maintenant du temps d'écran à vouloir affronter Becky Lynch et se battre pour quelque chose.
Mais le fait que tout le monde court après Becky Lynch pour choper le titre NXT, je trouve ça un peu pas trop cohérent. Moi, si je suis une catcheuse du côté de Raw, je vais pas courir après Becky Lynch et son titre NXT, je vais courir après le titre de Rhea Ripley, tout simplement. C'est la chose la plus logique. Mais bizarrement, il y a personne qui vient se frotter à Rhea Ripley, mis à part Zoe Stark, Shayna Baszler, Nia Jax et toutes les personnes qui se battent entre elles depuis quelques semaines. Mais je trouve ça quand même bizarre que on ait comme si on avait une sous-division où il y a les catcheuses de seconde main, si on peut dire ça comme ça, alors que c'est pas très très vrai, puisque Candice LeRae, à la limite, c'est l'une des meilleures catcheuses du roster. Toutes ces catcheuses-là qui viennent s'affronter pour le titre NXT, je trouve ça bizarre, c'est pas très cohérent. T'es à Raw, tu te bats pour des trucs de Raw, pas pour des trucs de NXT, sinon tu retournes à NXT. Ouais. Je sais pas trop quoi en penser, donnez-moi votre avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Ensuite, on retrouve Seth Rollins qui croise Rhea Ripley en backstage. D'ailleurs, ça fait bizarre de voir les deux titres de la même version, du même design à côté. Je suis pas méga fan en vrai de cette idée-là, même s'il l'avait déjà fait auparavant à NXT avec le titre NXT 2017 et le titre NXT actuel. Où c'est vraiment deux titres similaires, mais je trouve ça quand même assez bizarre. Et je suis peut-être pas trop fan de l'idée d'avoir deux designs similaires, enfin les mêmes d'ailleurs pour le coup, pour des titres féminins et masculins. Je trouve que ça enlève un petit peu du crédit au titre, que ce soit du titre masculin ou du titre féminin. Enfin bref, il croise Rhea Ripley en backstage. Rhea Ripley qui veut recruter Seth Rollins. Elle dit que Seth Rollins c'est un champion du monde actuellement, mais quand il va rejoindre le Judgment Day, ça deviendra le champion du monde. Ce sera pas juste un seul champion du monde, ce sera le champion du monde. Il faut qu'il le fasse. Là à ce moment-là, Seth Rollins il se dit bon, tu veux que je rejoigne le Judgment Day parce que tu penses que Damien Priest pourra pas cash in correctement sur mon titre et récupérer mon titre. Là, Rhea Ripley lui dit non, pas du tout, je veux que tu rejoins le Judgment Day. Comme ça, Damien Priest, il pourra cash in sur un autre titre et le Judgment Day sera rempli de gold. Et toi, à ce moment-là, tu seras en sécurité. Je sais que ton dos est fragile et je sais que tu vas peut-être lâcher prochainement. Mais si tu veux que ton règne ressemble à un règne de Roman Reigns, bah, tu devrais peut-être penser à rejoindre le Judgment Day parce que sans ça, bah, tu risques de perdre ton titre très rapidement. Là, Seth Rollins, il arrête, lui dit, il enlève ses lunettes même, puisque c'est un sujet très sérieux pour Seth Rollins. Il lui dit, je veux pas du tout ressembler à Roman Reigns. Donc à ce moment-là, Rhea Ripley, elle dit ok, mais pense-y quand même. Donc elle plante 2-3 petites graines par-ci par-là pour voir qui veut bien rejoindre le Judgment Day. On verra bien, je pense pas que Seth Rollins rejoindra le Judgment Day. On en reparlera un petit peu plus tard de cette campagne de Rhea Ripley et tout ce que je trouve un petit peu bizarre autour de tout ça. Mais en tout cas, assez intéressant comme segment backstage. Ensuite, pour revenir à Becky Lynch, on a le match de championnat qui commence directement. Indy Hartwell contre Becky Lynch pour le titre NXT. Le match était sympa, 10 minutes de match, enfin 9 minutes de match, c'était pas très très long. Mais je crois que c'est un des matchs les plus longs de la soirée. Jusqu'à part ça, on a eu que des matchs courts, c'est un petit peu dommage. Mais le match, je dirais qu'il était compétitif. Je trouve que Indy Hartwell dans le ring, c'est vraiment pas incroyable. C'est dommage parce qu'elle a vraiment un in-ring très très limité. Et je pense que on aurait pu faire des choses intéressantes avec Indy Hartwell, mais son in-ring, je le trouve. En vrai, je peux le dire, hein, je pense que je le trouve dégueulasse son in-ring, il est vraiment pas top. Une fois, j'avais mentionné le fait que je pensais qu'elle avait le même moveset que Kane, et je le pense toujours. C'est vraiment pas un in-ring incroyable pour Indy Hartwell, malheureusement. Mais le match était quand même, on va dire, sympa, sans plus en vrai. On sentait qu'il y avait de la compétitivité du côté de Indy Hartwell, mais elle a jamais mis une seule fois en difficulté Becky Lynch. C'est ça qui est un petit peu dommage dans ce match-là. À la fin du match, on a Becky Lynch qui va remporter le match avec son Disarmer. Elle remporte de plus en plus de matchs avec son Disarmer. Et à la fin du match, du coup, elle va aller en face à face avec Lyra Valkyria qui était dans le public. Assez intéressant et une bonne manière de construire une dernière fois les hostilités, on va dire, entre les deux pour NXT. Et en plus, ça va donner des yeux sur NXT. Donc hyper intelligent de la part de la WWE d'avoir fait ça. J'ai bien aimé en vrai ce face à face entre les deux. Et j'aime beaucoup l'histoire qu'il y a entre Lyra Valkyria et Becky Lynch, puisque c'est tous les deux irlandaises et ils ont une histoire en commun. C'est vraiment une belle histoire à raconter. Je vous conseille d'aller voir ça si vous ne regardez pas trop NXT. Je pense que ça pourrait être sympa et je pense que limite ce sera la défense la plus difficile pour Becky Lynch avec le titre NXT. Peut-être même qu'elle va le perdre. En tout cas, j'espère que ce sera un bon match pour Lyra Valkyria parce qu'elle le mérite totalement. Enfin bref, après on retrouve Candice LeRae en backstage qui se fait attaquer par Shali. D'ailleurs, Shali qui était dans le fond du segment backstage où Becky Lynch elle parlait avec Jackie Redmond. Et on a du coup Shali qui dit à Candice LeRae qu'elle veut passer un message à Indy Hartwell. J'ai pas compris pourquoi. Pourquoi tu veux t'attaquer à Indy Hartwell alors que de base ton objectif c'était le titre NXT. Je comprends pas trop cette construction avec Jalali, mais on verra bien par la suite. En tout cas,
j'ai pas trouvé ça hyper cohérent et intéressant. Ensuite, on retrouve Adam Pearce et Nick Aldis. Nick Aldis qui vient s'excuser auprès de Adam Pearce après ce qui s'est passé la semaine dernière. Et il lui dit tout simplement que il est nouveau, c'est une rookie, il met les responsabilités sur lui, il veut partir sur un nouveau, sur un nouveau pied et régler toutes ces histoires qu'il y a eu entre Adam Pearce et lui la semaine dernière. Donc il aimerait bien s'excuser. On a Adam Pearce qui va accepter ses excuses en disant que ici ça fait quoi d'être nouveau. Donc je te pardonne totalement. Et il lui conseille même de rester ce soir du côté de Raw pour voir comment les opérations, comment les choses se passent du côté du show rouge. Donc à ce moment-là, Adam Pearce il accepte l'invitation, il dit ok pas de souci, je vais rester là ce soir. Ensuite, quand Nick Aldis il part, on a Adam Pearce qui va parler à un arbitre en demandant à l'arbitre combien d'agents de sécurité ils ont ce soir. Et Adam Pearce lui répond peu importe combien d'agents de sécurité ce soir, double-les-moi. C'est très intéressant en vrai, je trouve, comme manière de faire. On a l'impression qu'on aura les grosses invasions qui seront de retour entre Raw et SmackDown, donc c'est hyper intéressant. Même si Adam Pearce il pardonne Nick Aldis, on sent qu'il est quand même sur la retenue et que à tout moment il peut dégainer tous les agents de sécurité et dégager Nick Aldis et les autres superstars qui pourraient peut-être intervenir comme la semaine dernière. On a eu Jimmy Uso qui est intervenu dans le show rouge. J'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est une très très bonne manière de construire peut-être les Survivor Series. Ensuite, on a eu la signature de contrat pour le titre de Rhea Ripley. J'ai eu la flemme de dire les 5 noms, mais en tout cas, c'était la signature de contrat pour le Fatal 5-Way. On a Adam Pearce qui est dans le ring pour nous présenter toutes les participantes du match. On a tout le monde qui débarque. On aura un long moment où Nia Jax, elle va pas arrêter de raconter sa vie dans le ring. Parce qu'on aura Rhea Ripley qui va rester sur le tablier, elle va pas rentrer dans le ring, contrairement aux autres. Et Nia Jax, elle va dire bon, tu veux m'utiliser moi pour squasher elle, pour toi. Enfin bref, elle va raconter sa vie pendant 10 minutes facilement où elle va pas arrêter de répéter la même chose à chaque fois jusqu'au moment où Raquel Rodriguez en aura marre, elle va casser la gueule de Nia Jax. Ça va partir en grosse bagarre, on aura tous les agents de sécurité qui vont venir pour séparer toutes les filles pour le Fatal 5-Way. D'ailleurs, je me demande si c'est pas pour ça que Nick Aldis il avait demandé de doubler les agents de sécurité. En tout cas, si c'est pour ça, j'ai trouvé ça bizarre parce que nous on pensait pour autre chose. Enfin bref. En tout cas, on a tous les agents de sécurité qui les ont séparés et on aura du coup bel et bien le match à Crunchyroll dans 2 semaines maintenant, il me semble, même si c'était déjà officiel avant. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas eu un seul contrat qui a été signé, mais bon, voilà, en tout cas, c'était sympa. Ensuite, on a Ludwig Kaiser qui est avec Giovanni Vinci en backstage. On a Ludwig Kaiser qui encourage Giovanni Vinci, plutôt lui met même un coup de pression pour qu'il remporte son match ce soir face à Johnny Gargano. Un petit peu la construction basique, mais c'est une construction que j'aime beaucoup. Quant à le catcher face, en l'occurrence Johnny Gargano qui affronte Ludwig Kaiser une semaine, puis l'autre semaine il va affronter l'autre membre, puis peut-être l'autre membre la semaine d'après ou dans le pay-per-view d'après, comme on a eu avec Thomas Ciampa, tout simplement il avait affronté Ludwig Kaiser, Giovanni Vinci, et ensuite il avait affronté Gunther. Donc là j'aimerais bien que ça se passe un petit peu pareil avec Johnny Gargano, en espérant un match contre Gunther sur Series, pourquoi pas. En tout cas je serais très très heureux s'il nous l'annonce un jour ou l'autre. Mais du coup voilà, juste après ça on a Bronson Reed qui débarque et qui dit que la semaine dernière il a eu son match face à Gunther, mais il aimerait bien avoir sa petite revanche, donc il demande à Ludwig Kaiser, Johnny Vinci d'en parler à Gunther. En vrai c'est bizarre de demander un match quand tu l'as perdu clean, mais bon, je pense qu'il aura sa revanche peut-être la semaine prochaine ou peu importe. Mais on a Ludwig Kaiser et Johnny Vinci qui disent à Bronson Reed d'aller demander lui-même. On va pas faire l'intermédiaire entre Gunther et toi, t'as qu'à lui demander toi. À ce moment-là, ils partent. On a Akira Tozawa qui vient face à Bronson Reed et il veut un match contre Bronson Reed. Donc à ce moment-là, Bronson Reed dit j'ai pas le temps de catcher face à toi, et surtout face à toi, je vais pas catcher face à toi. Et à ce moment-là, Akira Tozawa il pète un câble, il va mettre un gros ATMI, pas très gros d'ailleurs, à Bronson Reed. Et ensuite Bronson Reed il dit tu veux un match, bah ça va être tes funérailles. Et à ce moment-là, on a Maxime Dupri qui revient et qui dit t'as choisi la mauvaise personne là, donc on aura bel et bien Akira Tozawa contre Bronson Reed dans un match plus tard. Mais avant ça, on a Johnny Gargano, le meilleur moment de la soirée, qui affronte Giovanni Vinci. Le match n'était pas très long et c'est un peu dommage. Mais en tout cas, je trouve que c'était sympa. Du peu que c'était sympa. Ça me fait toujours plaisir de voir Johnny Gargano catcher. En tout cas, on avait Ludwig Kaiser qui était en ringside pour s'assurer que Giovanni Vinci remporte bel et bien ce match-là. Sauf que Tommaso Ciampa, il est intervenu, il a attaqué Ludwig Kaiser. Ça a un petit peu déconcentré Giovanni Vinci. One final beat de Johnny Gargano, victoire de Johnny Gargano qui remporte le match. À mon avis, Giovanni Vinci va se prendre toutes les sanctions possibles face à Gunther et Ludwig Kaiser. Je suis pas fan de cette construction, je trouve que c'est pas une construction hyper intelligente d'avoir Giovanni Vinci un petit peu comme la victime d'Imperio, mais perdre le match si rapidement face à Johnny Gargano, alors que ça aurait pu être un match un petit peu plus compétitif, mais jusqu'à là en vrai il n'y a pas de quoi se plaindre. Je trouve que
Je trouve que la rivalité entre les deux équipes se construit plutôt bien et ça me fait juste plaisir de voir. Je suis juste content de revoir DIY et je vais juste profiter un petit peu de revoir DIY en espérant que les choses vont être faites correctement et peut-être qu'un jour on aura encore une fois un turn d'un des deux membres et ça rendra le truc encore plus intéressant. Enfin bref, on n'y est pas encore pour l'instant. Ensuite, on a un segment, pas backstage, mais on a une petite vignette de Shinsuke Nakamura qui va nous faire une promo en japonais, très très bien réalisée encore une fois, où là, on dirait qu'il est plutôt à la recherche de son prochain adversaire. Et on a terminé avec Ricochet, il a battu Ricochet et il veut passer à autre chose. D'ailleurs, il y a une phrase intéressante qui dit, puisqu'il va répéter une phrase, la dernière phrase de la Set Me Free, qui est tout simplement dans le film song de CM Punk. Ça continue toujours les références. Bon là j'admets que c'est un petit peu léger comme référence. Cette Mifri c'est juste une phrase tout simple. Donc je sais pas trop quoi en penser, mais hâte de voir qui sera le prochain adversaire de Shinsuke. Je pense qu'on pourrait peut-être partir sur une feud de Shinsuke Nakamura Cody Rhodes une fois que Survivor Series sera terminé. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant et ça pourrait mettre encore plus de lumière sur Nakamura qui a juste un personnage incroyable en ce moment et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ensuite on a Logan Paul qui arrive dans le ring. On savait qu'il était annoncé pour l'Euro de ce soir, mais on savait pas pourquoi, parce que Rey Mysterio c'est du côté de SmackDown, donc qu'est-ce que tu viens faire du côté de Raw? Et là j'ai compris directement au moment où on a Dominic Mysterio qui est arrivé, c'était juste pour faire pour avoir les deux les uns à côté des autres. Je crois qu'on en avait parlé sur les réseaux sociaux, les gens qui voulaient voir Dominic Mysterio et Logan Paul, puisque c'est les deux personnes les plus détestées actuellement là de WWE, ils voulaient voir ensemble, donc là on les a eu ensemble. Mis à part le fait que Logan Paul arrête pas de raconter sa vie avec son combat de boxe, j'ai trouvé que c'était assez bien en vrai. On a même Logan Paul qui va reparler de Ricochet en disant que la dernière fois qu'il était venu à la WWE, c'était quand il avait battu Ricochet à SummerSlam et sa femme, Samantha Irvin, avait dû l'annoncer en tant que vainqueur. Et là, comme il est à Raw ce soir, il retrouve Samantha Irvin, donc il l'invite à rejoindre le ring pour faire une petite preview de ce qui va se passer à Crown Jewel. Donc il veut que Samantha l'annonce en tant que vainqueur face à Rey Mysterio. À ce moment-là, Ricochet va débarquer. D'ailleurs, les gens ils ont bien réagi à l'arrivée de Ricochet. Il va mettre un gros spear ou un plaquage ou peu importe sur Logan Paul. Il va même bien s'en sortir face à Dominic Mysterio. Il va remporter l'affrontement entre les deux. Je trouve qu'il va ressortir très très fort de ce segment-là. Je trouve que c'était vraiment la personne la plus importante de ce segment. Et je trouve que c'était très bien fait pour mettre over Ricochet, pour juste lui donner du crédit, le rendre un petit peu plus crédible. J'aime vraiment beaucoup la construction de Ricochet depuis que Triple H est aux commandes. Ça revient très très bien et j'espère que Ricochet, on va retrouver le Ricochet de NXT ou même de bien avant NXT, le fameux Ricochet que tout le monde aime beaucoup, parce que ces dernières années c'était vraiment pas trop le cas. Même si je trouve que le film song actuel de Ricochet c'est dégueulasse et que son ancien film song lui donnait bien plus de crédit, je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec Ricochet et là le fait d'être ressorti fort face à Logan Paul et Dominic Mysterio, je pense que ça va lui faire un très très grand bien. Parce que quand on y pense, il n'y a aucune raison d'avoir fait ressortir fort Ricochet face à Logan Paul. C'est pour remettre Logan Paul encore plus fort après, puisque l'histoire entre Ricochet et Logan Paul c'est terminé, donc je pense pas qu'on aura un rematch entre les deux. C'était juste histoire de rendre Ricochet fort et histoire de faire ce petit segment là. À part si on aura Ricochet qui va se diriger vers le titre nord-américain par la suite, ce que je trouverais quand même pas ouf, même si on l'a déjà fait une fois face à Carmelo Hayes en fin 2022. Je pense que c'est vraiment pas la chose à faire, mais je trouve que c'était très très bien la manière dont ils ont rendu Ricochet un petit peu plus fort dans ce segment-là, et j'espère que ça va continuer par la suite pour Ricochet. Ensuite, on a un match en tag qui était assez intéressant. En vrai, Piper Niven, Chelsea Green qui a affronté Natalia et Nikki Cross. Tegan Nox, elle n'était pas là ce soir, vu ce qui s'est passé la semaine dernière à NXT. Je dis ça, mais je sais pas du tout ce qui s'est passé la semaine dernière à NXT, je sais juste qu'elle était présente. Mais du coup, elle n'a pas pu être présente pour faire le match en tag avec Natalia, donc Nikki Cross l'a remplacée. C'était très drôle parce que tout au long du match, Nikki Cross elle reste sur le tablier du ring, elle rentre même pas une seule fois dans le match, elle regarde droit devant elle, elle est dans ses pensées, et même à la fin du match, lorsque Natalia va falloir faire le tag, elle va partir, direction les backstage. J'ai trouvé ça hyper drôle et hyper sympa, et du coup, évidemment, ça a donné la victoire à Piper Niven et Chelsea Green, même si les titres n'étaient pas en jeu, ça leur fait une bonne petite victoire, et j'ai trouvé ça assez sympa, mis à part le fait que le match était bien plus long que le match de Johnny Gargano, et ça c'est très très grave. Juste avant le prochain match, on a Jey Uso et Drew McIntyre qui se croisent en backstage. On a Drew McIntyre qui va lancer une pique à Jey Uso en disant que, après ce qui s'est passé la semaine dernière et la Bloodline qui sont encore mêlés des affaires de Jey Uso, il faudrait que Jey Uso passe à autre chose, comme on n'arrête pas de le répéter à Drew McIntyre lui aussi. Avec la Bloodline, tu dois passer à autre chose, donc pareil pour toi Jey Uso, la Bloodline c'est à toi, passe à autre chose.
très très bien vu de la part de Drew McIntyre. Et d'ailleurs, il se reprend à la fin en disant que ce qui arrivera à Sami Zayn ce soir, ce sera entièrement de la faute de Jey Uso. Donc directement on a le match entre Sami Zayn et Drew McIntyre. Match que j'ai trouvé hyper hypant. Pas seulement pour l'affiche, mais pour toute la construction qu'il y a autour du match. Je dirais pas que le match c'était un banger en soi, puisque le match c'était vraiment rien de plus basique, même s'il y a eu des bons petits trucs et des bons petits moves. Et en vrai, la réaction de la foule a rajouté encore plus de hype autour de ce match-là. C'est juste que revoir un Sami Zayn comme ça, face, hypé par tout le monde, ça me rappelle vraiment l'époque NXT 2014-2015 où vraiment Sami Zayn c'était vraiment l'underdog et c'était vraiment l'ascension de Sami Zayn. Là, ça me rappelle de bons souvenirs, ça me fait juste plaisir de voir ça. On a quand même Drew McIntyre tout au long du match qui a plus l'avantage sur Sami Zayn. D'ailleurs, le match il a duré 14 minutes, c'était le match le plus long de la soirée. D'ailleurs, tant mieux, parce que le match était vraiment très très bien. Le seul truc qui me dérange par rapport à ce match-là, c'est surtout la fin où on a Rhea Ripley qui intervient. Au départ, on ne sait pas pour qui elle intervient. Au départ, ça porte un petit peu plus préjudice, on va dire, à Drew McIntyre. Mais puis finalement, quand on a Sami Zayn qui part pour remporter le match, on a Rhea Ripley qui intervient et qui donne la victoire à Drew McIntyre. Drew McIntyre, ça, il s'en fout complètement, hein, que ce soit Rhea Ripley ou peu importe qui lui donne la victoire, c'est une victoire pour lui, il la prend. Donc à ce moment-là, on se dit, mais à quoi elle joue Rhea Ripley, elle veut recruter tout le monde, c'est assez bizarre. Et c'est ça qui me dérange le plus. Déjà, on termine pas le match clean, ça c'est un petit peu dérangeant. Après, à la limite, ça me dérange pas tant vu la construction du personnage de Drew McIntyre, qui, je trouve, encore une fois, est excellente, la construction de son personnage. On voit que tout au long du match, son regard il change sur Sami Zayn. Que ce soit tous les deux des faces, il s'en fout complètement. Son regard se ferme de plus en plus et je trouve ça hyper intéressant comme construction de personnage. Et j'espère que la WWE va continuer avec ça parce que c'est vraiment très très bien fait. Mais encore une fois, c'est assez bizarre en vrai d'avoir Rhea Ripley qui vient là, qui soit toujours présente. En plus, c'est elle qui gère les opérations. C'est un petit peu dérangeant d'avoir toujours le Judgment Day mêlé à tout. Après, c'est vrai que le Judgment Day, c'est un petit peu la grosse attraction de Monday Night Raw et c'est un petit peu important d'avoir le Judgment Day un petit peu partout. Mais là, que Rhea Ripley s'occupe plus des affaires des mecs que des affaires des meufs, je trouve ça vraiment dur à regarder et c'est un petit peu chiant en vrai. J'aurais préféré que le match termine autrement, mais bon. En tout cas, le match était quand même très très bien. Ensuite, en backstage, on a Nick Aldis qui discute avec Katana Chance et Kaden Carter. Il va même essayer de les recruter plus ou moins, on va dire. Il va dire à Kaden Carter et Katana Chance que le bleu leur va très bien, jusqu'au moment où Adam Pearce débarque. Et Adam Pearce, il comprend très très bien le jeu de Nick Aldis. Il voit qu'il essaie de recruter des superstars. Sauf que Nick Aldis lui répond tout simplement: non, c'était juste une discussion très amicale, mais je vais te faciliter la tâche. Je vois que tu galères un petit peu depuis le début du show, donc je vais partir et je vais te laisser un petit peu de repos. Donc à ce moment-là, Adam Pearce il accepte totalement, mais on sent encore une fois la tension entre Adam Pearce et Nick Aldis qui continue de s'accentuer. Et j'ai très hâte de voir la suite parce que ça va être hyper intéressant. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je vais vous donner les plans prévus pour la semaine prochaine Monday Night Raw, du moins les matchs qui ont été annoncés pour la semaine prochaine. Très gros Raw qu'on aura la semaine prochaine. Mais avant ça, on a Bronson Reed qui affronte Akira Tozawa. Le match, il était prévu et c'était pas en vrai le match que tout le monde attendait, mais c'était assez drôle en vrai. Victoire de Bronson Reed qui remporte le match. Je vais vous dire le temps exact. Il remporte le match en combien de temps en 2 minutes 35. Donc limite c'était quasi la même longueur que le match de Johnny Gargano. Ça va devenir un même ce match là. Mais enfin bref, victoire de Bronson Reed qui remporte le match face à Akira Tozawa. Il était accompagné de Maxime Dupri. Et après on retrouve Alpha Academy qui discute avec le New Day en backstage, juste après qu'ils se sont fait battre par le New Day. Rien d'alarmant jusque là. Mais on a aussi DIY qui va venir les rejoindre pour montrer un petit peu la division par équipe qu'on a du côté de Monday Night Raw, en espérant qu'il y aura plus d'équipes qui vont se rajouter, parce que pour l'instant, Alpha Academy, New Day, DIY, c'est pas non plus le gros prestige. Mais bon, je pense que la division par équipe à la WWE va s'améliorer et je me fais pas de soucis pour ça, en espérant que les choses seront bien faites encore une fois. Ensuite, on retrouve Drew McIntyre et Seth Rollins en backstage. On a Seth Rollins qui dit: ah oui, tu t'allies avec le Judgment Day maintenant, c'est comme ça, c'est ce que tu veux faire. Drew McIntyre il dit: non, pas du tout, pas de Judgment Day. Toi aussi d'ailleurs, j'ai vu que tu discutais avec Rhea Ripley. Et finalement, ils vont se mettre d'accord, pas de Judgment Day pour le match à Crown Jewel. Et ça va se terminer avec Seth Rollins qui va dire à Drew McIntyre que le meilleur gagne. Et là, à ce moment-là, il y a un truc que j'ai bien aimé, mais on a Drew McIntyre, il va dire: t'inquiète pas, il va gagner. En gros, que le meilleur gagne, le meilleur c'est moi, donc t'inquiète pas, il va gagner. Je trouve ça intéressant. Bon, c'est limite une phrase que tout le monde dit tout le temps, mais j'avais jamais remarqué la tournure de la phrase. Enfin bref, et pour terminer, on termine avec Jey Uso contre Damian Priest, main event que j'ai trouvé assez sympa. 12 minutes, deuxième match plus long de la soirée, il me semble. Le match était très très bien. On a Finn Balor évidemment à la fin qui va venir intervenir pour aider Damian Priest à remporter le match, ce qu'il va faire, puisqu'il remporte le match avec son South of Even, très difficile à dire rapidement.
Mais du coup, victoire de Damien Priest. Après le match, on a Finn Balor qui continue d'attaquer Jey Uso jusqu'au moment où on a Cody Rhodes qui débarque avec sa cheville pétée, donc il arrive en boitant. D'ailleurs, je me demande comment ça va comment ça va être impliqué dans cette rivalité, cette cheville de Cody Rhodes. Je me demande pourquoi ils ont booké ça, le fait que Cody Rhodes il ait la cheville pétée pour affronter Damien Priest. Je pense que ça peut être intéressant, mais j'ai vraiment hâte de voir les explications et voir comment ça va rentrer dans cette feud. Donc hâte de voir, mais on a du coup Cody Rhodes qui vient aider Jey Uso. D'ailleurs, Jey Uso qui va partir à un moment donné. Je sais pas si c'est mon imagination qui a vu ça, mais j'ai vu une image sur internet où on a Jey Uso qui est dans le fond et on a Cody Rhodes qui se fait attaquer par Finn Balor et Damien Priest et Jey Uso qui faisait rien. Donc peut-être les premières tensions entre Jey Uso et Cody Rhodes. Je sais pas si c'est tourné comme ça sur internet juste pour le tourner comme ça. Mais en tout cas, on termine le show avec Cody Rhodes qui arrive à faire fuir Damien Priest et Finn Balor. Au départ, on aura Cody Rhodes qui va s'attaquer à Damien Priest. D'ailleurs, de temps en temps, c'est assez marrant parce qu'on regarde la cheville de Cody Rhodes. Il pose très très bien sa cheville de temps en temps par terre, ce qui prouve qu'il n'est pas réellement blessé. Mais du coup, on termine le show sur Finn Balor qui tire Damien Priest en dehors du ring et on a Cody Rhodes qui est tout seul dans le ring. Donc voilà, je trouve que le show était vraiment très très bon, un très très bon épisode de Raw, beaucoup de construction. En même temps, c'est logique, il faut construire Crown Jewel, il faut construire les après pour l'après Crown Jewel pour Survivor Series. Donc beaucoup de construction, beaucoup de segments backstage. Ça c'est un petit peu dommage parce qu'on a trop de segments backstage, on n'a pas assez de matchs. De temps en temps, il y a des segments backstage qui sont vraiment pas importants et c'est un petit peu dommage, mais en tout cas, le show était très très bien. Ce qui me hype le plus, c'est vraiment ce qui a été annoncé pour la semaine prochaine. Je vais vous annoncer les matchs annoncés. Déjà, premièrement, Shali qui va affronter Candice LeRae, le retour de Candice LeRae en action. Je pense que ça peut être un très très bon match. D'ailleurs, la semaine prochaine, l'Euro, ce sera Raw Halloween, donc il y aura les graphiques de Halloween, ce qui me dérange un petit peu, mais en tout cas, j'ai très très hâte de voir le Raw de la semaine prochaine. On aura également Ricochet qui va affronter Dominic Mysterio, pas de titre en jeu, mais vu ce qui s'est passé cette semaine, c'est assez logique et cohérent de voir Ricochet affronter Dominic Mysterio. Ensuite, Seth Rollins va affronter JD McDonough, pas de titre en jeu non plus, mais vraiment match qui me intéresse énormément. Je pense que ça peut être un très très bon match dans le ring. JD McDonough qui va avoir son premier gros match dans le main roster, cette fois-ci face à Seth Rollins, en espérant que le match soit un petit peu plus compétitif, soit vraiment pas le même match qu'on a eu face à Drew McIntyre, mais le match m'intéresse énormément. Et pour terminer, DIY qui va affronter Imperium, et ce match-là, je l'attends avec impatience. Premier match de DIY depuis la reformation du groupe, et c'est vraiment le match qui me hype le plus pour la semaine prochaine. Donc voilà, donnez-moi votre avis par rapport à ce dans les commentaires, et d'ici à la prochaine, n'oubliez pas, tant que Catch Espoir. Bisous bisous.